Faut-il dépasser le sacré pour sauver l'Afrique? Cette question me taraude l'esprit depuis quelques années. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Afrique doit-elle continuer à sombrer dans ces concepts de sacralité, de traditionnalité, de pouvoir, de fraternité traditionnelle, etc. L'Afrique doit-elle continuer à se mourir à petit feu, sous prétexte qu'elle défend un pouvoir ontologique auquel une majorité de ses élites n'y croient même plus? Oui, l'on n'a qu'à voir la forte propension des cercles ésotériques, francs-maçons, Rosicroix et autres, dans les pouvoirs modernes en Afrique. Oui, il en vient même que des chefs soient à la fois des chefs traditionnels et appartiennent à ces fraternités. Oui, faut-il dépasser cette notion de sacralité, ce sacré, pour sauver l'Afrique? Je n'y reviendrai pas une troisième fois, car l'Afrique, plus que tout, a besoin de la véritable participation de tous ses fils pour sortir sa tête de l'eau et retrouver son pouvoir ontologique de lien, je dirais même sacré, car c'est un mot difficile à éviter, de lien primordial pour l'unité du monde. Je suis John Bapou. Activez la cloche de notification pour ceux qui le veulent et mettez un pouce j'aime. L'important est que nous soyons ensemble. Soutenez Africa Light, participez au développement de l'Afrique en vous abonnant à Africa Light, en partageant les vidéos d'Africa Light, en intervenant par vos commentaires, vos remarques et suggestions. Oui, ensemble, nous allons construire l'Afrique. Et nous allons continuer à aller vers cette lumière africaine. Merci. Définir le sacré me semble être la première étape. Oui, la définition du sacré à ce niveau est incontournable. Qu'entendons-nous par sacré? Est-ce simplement ce qui appartient au domaine de l'interdit, de l'inévitable? Est-ce simplement un concept opposé au terme profane? Est-ce une simple idolâtrie, une simple vénération religieuse plus ou moins délicate? Oui, le terme sacré renvoie au livre sacré. Il est synonyme de saint, de tabou. Il est synonyme de respect, oui. Il renvoie au droit sacré dans nos traditions africaines, de par les régions africaines. Il est aussi synonyme d'un terme inviolable, de sacro-saint, d'un terme sacro-saint, par rapport à la religiosité moderne, qui, je le rappelle, est en grande partie issue des traditions africaines. Oui, dépasser le secret pour sauver l'Afrique, c'est déjà dépasser ce contexte d'hypocrisie généralisée qui sévit en Afrique. Oui, nous avons un système où la priorité est souvent accordée au plus fort, dans même des compétitions officielles, dans beaucoup de domaines, et cela de manière biaisée. Dépasser le sacré, ou du moins ce pseudo-sacré, c'est dépasser cette domination des fraternités qui sévissent en Afrique et qui imposent la loi en Afrique.
Comment se fait-il que dans les grands seuils du pouvoir, ce ne sont que des gens des fraternités X ou Y? Comment se fait-il que dans les grandes infrastructures, ce sont que les fraternités, les grands marchés n'est que les fraternités, et ainsi de suite? Cela renvoie un message subliminal que je vous laisse deviner. Dépasser le sacré, c'est dépasser cette hypocrisie généralisée, mais c'est aussi dépasser cette notion de célébrité et pouvoir. Pourquoi célébrité est toujours associée au pouvoir? Même un médiocre et célèbre, comme certains influenceurs, pourquoi doit-il avoir un certain pouvoir sur les autres? L'on comprendrait encore que ce pouvoir se limite à sa sphère d'influence. Mais quand ce pouvoir dépasse sa sphère d'influence et par effet de contagion, ce pouvoir se communique à d'autres milieux, si bien qu'il en vient que l'individu célèbre, nonobstant ses compétences plus ou moins avérées, nonobstant son incapacité même dans son sphère de célébrité, en viennent à influencer, à être voté par X ou Y tout prétexte qu'il est célèbre. Cela pose des questions. Quelles sont les véritables variables, quels sont les véritables repères que l'Afrique ou que le monde même se pose? Est-ce que tout doit se limiter à l'apparence? Oui, l'habit ne fait pas le moine, mais la soutane oui, l'habit fait le moine, mais la soutane n'assure pas forcément une, un bon homélie, une bonne homélie, ou la guérison, dans un sens, nous le pensons. L'apparence ne fait pas tout. Pourtant, dans ce contexte présent, l'apparence semble être l'élément prioritaire sur lequel l'on part pour prendre à 80% des décisions. Je ne reviendrai pas sur la psychologie de la communication non verbale et autres. Simplement, il y a anguille sur roche. Nous devons réfléchir et, me semble-t-il, dépasser ce concept, ce climat d'hypocrisie généralisée. Même cette hypocrisie tacite avec l'apparence et la gestuelle et autres, le non-verbal, même cette hypocrisie, nous devons dépasser ce climat d'hypocrisie généralisée, ce subliminal qui nous est imposé pour sauver l'Afrique. Oui, dépasser le sacré pour sauver l'Afrique, c'est aussi dépasser cette notion de ma famille avant tout. Oh là là, cela se vérifie dans presque tous les contextes en Afrique. Une gestion clanique des pays, je ne dis même pas des sociétés ou des entreprises, des pays entiers sont gérés de manière clanique, sur le regard de tous. L'on ne se demande même pas que les enfants des autres, où iront-ils, où fréquenteront-ils, que deviendront-ils? Des bombes à retardement. J'en prends pour exemple le Cameroun surtout, qui semble suivre l'exemple de certains pays que je n'ai pas cités par le passé, et s'entête avec des divisions aveugles sous prétexte de pouvoir. Et il y a d'autres pays en Afrique qui prennent aussi ces exemples, comme la Côte d'Ivoire et d'autres. Ces deux pays me font peur, car j'ajouterai même un troisième qui est le Gabon, car dans ces trois pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, l'esprit clanique semble supplanter tout. Oui, dépasser le sacré pour sauver l'Afrique, c'est dépasser cet esprit de gestion clanique des États. C'est dépasser ces monopoles ethniques, oui. Je ne veux même pas développer à ce niveau, car les exemples abondent et sont vraiment légion. L'on se contente de prendre quelques exceptions pour faire figure, pour donner l'impression qu'il y a équilibre, ce qu'ils appellent l'équilibre régional. Pourtant, sur le plan statistique, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et ce depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Oui, dépasser le sacré,
c'est penser aussi à dépasser cette notion d'intouchable. Comment se fait-il que dans des pays, on parle d'intouchable? Des hommes se permettent de voler des millions et des milliards. Mais pour un petit bandit du coin qui a volé une chèvre, c'est la censure fatale. Quel est cet esprit de lâcheté, de méchanceté? Nul ne devrait être intouchable devant la loi, même ce petit voleur de chèvre. Mais comment la sanction la plus forte pour des voleurs de chèvres, tandis que des gens volent des milliards et des milliards qui pourraient sauver des vies, créer des routes, créer des hôpitaux, créer des industries, limiter le chômage. Ils envoient des millions et des millions de personnes à la mort comme ça, et ils sont intouchables. Et en revanche, ils plongent des quartiers comme dans mon quartier actuellement, dans une absence, une pénurie totale d'eau, sous prétexte qu'ils veulent goudronner la route. Ils font des actes vraiment qui prétendent être des actes de développement. Pourtant, en réalité, ce développement qui n'est pas inclusif, qui ne tient pas compte des réalités précises de ceux qu'on vient aider, qui ne prend pas compte de leur vie en amont, ce développement me semble aveugle et ne portera pas des fruits. Ça, j'en suis sûr. Beaucoup d'exemples ont été faits dans des pays antérieurement, des stades de football, des grandes routes et autres construits à des milliards et des milliards, et qui sont là vacants, qui suscitent qui se détruisent petit à petit avec l'érosion, qui sont impraticables, simplement parce que l'on n'a pas tenu compte des avis des populations, on ne les a même pas consultés, on leur impose une vision plaquée, sans tenir compte des réalités. Oui, dépasser le sacré en Afrique, c'est aussi et surtout dépasser cet esprit de gestion, cet esprit de favoritisme, cet esprit des hommes intouchables. Car nous sommes tous comptables devant la loi, d'autant plus qu'elle est d'abord divine. Oui, dépasser l'esprit de ma famille avant tout, c'est dépasser cet esprit d'impunité, par peur de choquer. Tenez-en. Un jeune homme peut se permettre de faire le chaos dans un quartier, mais vu que c'est peut-être mon frère ou ma soeur, il reste dans l'impunité. Et pendant ce temps-là, c'est tout un quartier qui sombre dans la terreur, sous prétexte, peut-être si je suis chef de quartier, sous prétexte que je protège mon frère. L'exemple de Jerry Rawlings au Ghana et bien d'autres montrent à suffisance que la sévérité, la sanction équitable, la sanction sans tenir compte de certains paramètres est souvent efficace. Oui, si nous passons notre temps à privilégier nos proches sous prétexte que nous voulons éviter de violer le sacré de notre famille, sous prétexte que nous voulons mettre la famille avant tout, grandes seront les conséquences, et même à moyen terme pour notre propre famille que nous essayons de protéger. Oui, nous avons intérêt à commencer par balayer le chez nous. Nous avons intérêt à avancer vers cette équité. Oui, dépasser ce concept de ma famille avant tout, c'est penser à dépasser ce respect absurde des traditions, de certaines traditions qui sont rétrogrades, qui ne nous font pas avancer. Tenez par exemple la tradition de l'excision. Tenez par exemple la tradition de veuvage, certaines traditions de veuvage, etc. Il y a beaucoup de traditions qui sont à dépasser, du moins pour certaines à améliorer, car elles ne s'y plus au contexte. Oui, dépasser le sacré, c'est aussi cela pour permettre aux familles d'avancer, aux pays d'avancer. Dépasser le sacré, c'est enfin limiter les dégâts et la faillite à l'appel, oui. Car le fait de tous ces monopoles et ces gestions claniques et autres
entraîne des dégâts à l'appel, des dégâts collatéraux, des faillites à l'appel, comme on dit. Car, par effet domino, le fait d'ouvrir pendant la pluie ces toilettes, alors que l'on sait qu'elles débouchent directement sur la véranda du voisin, entraîne des dégâts collatéraux, souvent inestimables. Oui, le voisin qui se trouve victime de maladies, ou dont les enfants se trouveront victimes de dysenterie, pourrait en retour, dans la nuit, envoyer des rats, comme ils savent le faire pour certains, qui viendront aussi donner des maladies dans votre cuisine et autres. Bref, nos actes devraient tenir compte de nos réalités quand nous vivons dans un monde où la moindre petite pollution à l'est ou à l'ouest ou au nord, comme on le dit souvent, a des impacts sur les changements climatiques, la régulation des pluies au sud. Les moindres petits dégâts commis aux États-Unis sur le plan climatique, par exemple, impactent grandement à la fois les États-Unis, mais surtout aussi même l'Afrique, qui est bien loin des États-Unis. Oui, dépasser ce sacré, cet esprit de protection, même de la phobie, même de l'aliénation en famille, c'est dépasser cet esprit de dégâts et de faillite à l'appel. Oui, nous continuons dans cette logique. Il s'agira de penser aux critères du sacré pour mieux comprendre d'où vient ce fléau. Il s'agira de penser aux critères du passé par le passé. Oui, le sacré, après la définition que nous avons donnée en amont, vient certes des textes sacrés, de la parole sacrée, de la lumière première. Il est lié aux lieux sacrés, bois sacrés, grottes sacrées, etc., fleuves sacrés. Il est aussi lié aux mythes, aux grands mythes et légendes africaines, et même du monde. Il est surtout lié aux rites, car c'est le lieu pendant lequel certaines infusions, certaines rythmiques, certaines spatialités, certaines invocations permettent de créer cette communion avec les esprits ontologiques, les esprits cosmogoniques, et d'avancer vers cette lumière, ou peut-être dans certains cas d'avancer vers l'obscurité. À nous de voir où nous nous situons de nos jours. Dépasser le sacré pour faire avancer l'Afrique, c'est aussi penser à des critères du sacré passé, tels le pouvoir des sociétés secrètes. Oh là là, ce pouvoir s'amenuise de plus en plus. Mais j'ose espérer que l'essentiel est préservé. Car dans ce duel manichéen entre certains milieux de l'ombre et les milieux de la lumière, l'Afrique, les pouvoirs sacrés de nos sociétés secrètes sacrées africaines devraient à tout prix être préservés pour sauver l'humanité. Oui, sauver l'humanité secrète, c'est sauver nos sociétés traditionnelles, surtout celles qui œuvrent véritablement pour le salut de l'Afrique, mais aussi l'équilibre et le salut du monde. Nous continuons dans notre logique, dépasser le sacré actuel, qui est même démystifié, qui est même paupérisé, c'est surtout dépasser l'esprit d'égoïsme et le matérialisme systématique de nos sociétés actuelles. La culture du moi à tout prix, du moi, je. Même si certains ne le disent pas, leurs actes le montrent à suffisance. C'est dépasser la culture du paraître ou de l'être. Tout semble être limité au paraître qui conditionne l'être de nos jours. Le pouvoir du moment présent, comme le dit Eckhart Tolle,
À ce niveau, c'est plus un esprit d'anticipation et de vie qui privilégie l'instant présent. Mais de nos jours, nous n'en sommes pas. Le paraître semble passe-partout. Le paraître semble dominant et prédominant même, dirais-je. Dépasser cet esprit d'égoïsme, c'est sortir pieds et poings liés de cette culture de la postmodernité aveuglante pour aller véritablement vers une véritable modernité, un véritable futur, un peu moins lié à la futurologie robotique, un peu moins lié à un esprit d'aliénation des hommes de l'ombre. Oui, dépasser le sacré pour sauver l'Afrique et sauver même le monde, c'est penser à une vision claire de notre futur, mais c'est surtout s'imposer une certaine discipline et une rigueur. Oui, nous voulons le beurre, mais pas l'argent du beurre. Ou nous voulons l'argent du beurre, mais nous ne voulons pas le beurre. Il faut travailler, il faut se retrousser les manches. La culture du travail, du hustle, du travail bien fait. Vous êtes dans un bâtiment, on vous dit qu'une prise devait être à 1,5 m, un interrupteur, une prise devait être à 50 cm, un interrupteur à 1,5 m, mais vous faites l'inverse. Ou vous mettez une prise à 40 cm ou 45 et vous dites que ça va. On vous dit que les kilos devraient être protégés. On vous dit que vous devez avoir des ampérages, des disjoncteurs sur vos compteurs, mais vous faites des rafistolages à la pelle. Et après quelques mois, des marchés, des usines, avec des millions et des millions de francs, partent en fumée. Parfois des milliards et même des pertes en vie humaine. Et après on dit que c'est la malchance. D'où vient la malchance? Pour cette économie de X ou Y francs, pour cette économie de 1000, 2000, 10 000, voire même 100 000 ou 1 million de francs, pour cette économie, même si on dirait d'1 milliard de francs, vous êtes appelé à perdre des centaines de milliards. Simplement parce que vous avez voulu faire une économie de bout d'échelle qui n'a pas de place. Oui, nous devons penser à la culture du travail bien fait. Les économies de bout d'échelle, elles existent, mais nous devons les faire n'importe comment. Vous construisez un immeuble et vous avez une autorisation d'un immeuble à 3 niveaux, mais vous faites 5 niveaux. Pourtant, la fondation que vous avez fait est à 3 niveaux. Mais vous vous dites, puisque dans l'État, on ne contrôle pas, ou bien même les contrôles, vous pouvez les corrompre, vous vous permettez de faire 5 niveaux. Et 3 ou 4 ou 5 ans après, qu'est-ce qui se passe? Cet immeuble s'écoule avec des personnes. Et voilà. Vous ne pensez pas aux conséquences. Heureusement que dans certains pays, ce genre d'actes sont de plus en plus condamnés. Heureusement. En dernier lieu, vous vous permettez de prendre vos rigoles et vos poubelles et verser dans la rigole du coin. Et plus tard, quand vos enfants attrapent une dysenterie ou une varicelle ou une variole, je ne sais pas quoi, une gale, en jouant avec les enfants du voisin qui ont été contaminés par votre poubelle, vous vous plaignez que ces enfants sont sales ou que ces enfants ont fait du mal aux vôtres. Ce sont des enfants. Que savent-ils? Vous ne voyez pas qu'en amont, c'est vous qui avez commencé par créer ces problèmes. Le travail bien fait, je peux en dire des tonnes à ce niveau. La culture du travail bien fait, cette discipline est l'une des clés pour réussir en Afrique. Oui. Ensuite, dépasser ce sacré, on ne touche pas les habitudes, on ne touche pas ce qui gagne, on ne fait pas ceci.
c'est élever nos fréquences et commencer à se presser, oui. Commencer à se presser. J'en tiens pour exemple un exemple récent, celui d'un footballeur de la place, Eto'o-Fils, pour ne pas le citer, qui, à peine nommé, a donné une consigne. Je n'étais pas là, mais je rapporte les faits à mon niveau. A donné une consigne d'une certaine heure d'arriver et il est arrivé lui-même. Et à cette heure, il a demandé aux vigiles de ne pas faire entrer les uns et les autres, ce que les vigiles ont respecté, jusqu'à l'arrivée d'un footballeur, un ancien footballeur, que les vigiles, par compassion ou bien par sympathie, ont laissé entrer. Et informé de la situation, il a directement fait sortir, il a directement renvoyé ce vigile. Ce n'est pas simplement de la sévérité, c'est surtout un esprit de discipline. Nous voulons changer nos sociétés, mais nous ne sommes pas prêts à nous lever à 5 heures, 6 heures. Nous ne sommes pas prêts à commencer le travail à 7 heures. Nous ne sommes pas prêts à faire 7 ou 8 heures de travail et non 7 heures ou 8 heures au travail. Nous ne sommes pas prêts à retrousser les manches, mais nous voulons récolter les fruits de ceux qui retroussent les manches. Ce n'est pas possible. Même au niveau de nos États. Regardez comment les accompagnements sont souvent faits de manière médiocre au niveau des sportifs et même de la culture. Mais quand il y a un prix par-ci ou un prix par-là, et l'État s'est vite précipité d'envoyer déjà une délégation ou d'envoyer un émissaire pour recevoir en grande pompe ce sportif de haut niveau, le cas de Ngannou Messi et autres, cet athlète, le cas des footballeurs, ou ces sportifs, pour se gargariser d'avoir eu une médaille qui rehausse l'image du pays. Non? L'État même doit se retrousser. Les primes, l'encadrement, l'État doit donner du sien afin de légitimer, de jouir de manière efficace des retombées, des fruits, des efforts. Oui, cela s'appelle la discipline, mais cela s'appelle surtout élever nos fréquences et commencer à nous presser. Oui, nous devons commencer à nous mettre à la tâche afin de mériter notre récompense. Oui, de dépasser cette désacralité de la paresse. Oui, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Le cas récent d'Eto'o-Fils à la FECAFOOT en dit long. Après l'heure, ce n'est plus l'heure, car le temps, c'est le nerf de la guerre. Le temps, c'est le diamant. Le temps, c'est le levier qui fait développer un projet, une entreprise, un pays. Oui, dépasser cette désacralité, cette pseudo-sacralité pour sauver l'Afrique, c'est avancer par le travail et le mérite vers, avec S bien sûr, la perfection, cet esprit de perfectibilité. L'Afrique va payer le prix de sa liberté. Oui, comme nous l'avons démontré à suffisance, l'Afrique est même déjà en train de payer le prix de sa liberté, mais elle va le payer. Car aucun esclave ne s'est libéré du fait du maître. L'esclave s'est libéré toujours dans l'histoire du monde du fait de sa propre volonté. L'Afrique devra payer le prix pour se libérer et avancer vers le futur qui lui sied, vers le futur, vers sa propre vision qu'elle a tracée, vers sa prospérité et son bonheur véritable, mais aussi avancer et rééquilibrer l'ordre ontologique du monde. Oui, tout a un prix, mais quel est le parcours pour y arriver? À chacun de vous de réfléchir à ce niveau et de voir ce que l'Afrique devra faire de commun accord pour y arriver à se libérer, à se développer. Faire semblant n'y changera rien. Oui, nous passerons par ce prix. Nous sommes même déjà en train de le faire. La crypto-monnaie, la robotique, la nanotechnologie, les nouvelles intelligences artificielles, etc. Les nouvelles énergies libres, etc. Où est l'Afrique dans tout ça?
Comment l'Afrique se situe par rapport à tout ce futur? À nous de voir. L'Afrique est même déjà en train de payer le prix de sa liberté. J'y crois, nous y croyons. L'Afrique sera libre. Oui, le sacré est vraiment sacré. Le sacré a-t-il encore sa place en Afrique de nos jours, face à toutes ces mœurs, face à toutes ces habitudes, face à ces développements, tous azimuts, et en désordre même, je dirais, en grande majorité? Est-ce que tout est vraiment désacralisé face aux mœurs et autres? Je ne pense pas, tout n'est pas désacralisé, mais il y a beaucoup d'efforts à faire. À mon niveau, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, surtout au niveau de l'organisation, au niveau de la vision commune, qui devrait être implémentée de manière efficace et rigoureuse. Tenez, un des éléments, c'est peut-être pour l'Union africaine d'arrêter de prendre l'argent de l'Union européenne. D'où a-t-on déjà vu un concurrent venir financer le développement d'un adversaire? Pour les chinelles. Oui, l'Afrique devait arrêter de se leurrer. Si l'Afrique veut vraiment se développer, elle sait ce qu'il faut faire. Nos dirigeants, nos élites, nos chefs traditionnels et autres, vous savez ce qu'il faut faire. À vous de le faire. À vous de vous le faire. Mais il faut sortir de cette culture, de cet esprit de Baal, de sacrifice humain et autres qui sévissent en Afrique, car là n'est pas la solution et ne sera jamais la solution. Pour un petit événement, il y a déjà X, Y. Pour tel, il y a... Non. Vous savez ce qu'il faut vraiment faire. Et surtout, à nos aînés, à nos chefs, à nos parents, les chefs traditionnels et élites sacrées, vous avez commencé à travailler, vous travaillez dans l'ombre, continuez, mais il est temps de passer à la vitesse supérieure, sous peine de perdre l'Afrique, sous prétexte de préserver ce sacré. Oui, l'Afrique, pour être sauvée, devrait penser à cette nouvelle vision d'unité, à se resacraliser. Oui, comment reconstruire cette nouvelle civilisation mondiale en partant du sacré africain? Oui, car sur le plan ontologique, l'unité en Afrique est unique et première. Le monde est un, est un tout, convergent et parfois divergent, mais c'est un tout. Les forces spirituelles, comme une sphère, tournent et alternent, mais surtout, l'équilibre ontologique n'est pas seulement unique, n'est pas uniquement dû à la dualité manichéenne occidentale. L'équilibre ontologique, c'est un tout composé de chaque sphère, de chaque mini-énergie, qu'elle soit africaine, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit européenne, qu'elle soit même d'autres continents. C'est toutes ces énergies qui composent une unité véritable. Et c'est vers cette unité véritable que l'Afrique a souvent tendu, étant, c'est cette unité véritable du tout unique, cosmologique, humain, vers lequel nous devons tendre. En revenant aux bases sacrées, où tout cela a commencé, aux bases sacrées africaines, qui sont le terreau de cette énergie unique. Oui, l'unité nouvelle est une utopie pour certains, mais dans les faits, il ne s'agit pas d'une utopie, il s'agit d'une réalité. Mais face aux mutations actuelles, cette réalité devrait être resacralisée. Oui, la resacralisation de l'Afrique, la resacralisation de l'Afrique et la resacralisation du monde s'imposent. Merci. Activez l'entreprise d'éducation. Nous sommes ensemble. Liberty. Din, din.
We got to move for liberty. Ding, ding. We got to search for liberty. Ding, ding. We got to call on song. Liberty. We got to free to our liberty. We got to move to our liberty. We got to come out song. Oh God, the movement. We got to move to our liberty.